Donc, je vous le disais, le contexte, en fait, dans lequel, qu'est-ce qui a mené à l'organisation de cet événement-là? Bien, évidemment, c'est l'occasion de faire un bilan. À chaque anniversaire, c'est l'occasion de faire un bilan. Et là, on n'a pas attendu les 5 ans. Là, on s'est dit 4 ans, c'est très bien. Mais surtout, ce qui nous a incité à l'organiser, c'est que les collègues qu'on a invités ont écrit 2 lettres ouvertes dans le Devoir qui ont été publiées à 2 jours d'intervalle. La première, donc, qui a été publiée par Francis Dupuy-Déry s'intitule Quel bilan de la loi sur la liberté académique en milieu universitaire? Et 3 jours plus tard, donc, Arnaud Bernadet répondait avec la loi sur la liberté académique, une loi anti-woke, vraiment? Point d'interrogation. Et donc, on a eu on s'est dit que ce serait très intéressant de mettre en contact et en relation, en discussion, ces 2 collègues-là. Alors, on a le grand plaisir, ils ont accepté, là, malgré leurs agendas très, très, très chargés. On est très, très heureux de les avoir avec nous. Alors, on va y aller en ordre de présentation, là, en fonction chronologique, là, comme Francis a écrit la première lettre, on va le faire commencer, puis ensuite, on passera la parole à Arnaud. Je vais les présenter rapidement. Après ça, je vais vous expliquer quel va être le déroulement de la séance d'aujourd'hui. Puis ensuite, je vais me taire et céder la parole à nos conférenciers. Donc, Francis Dupuy-Déry, il est professeur de sciences politiques à l'UQAM et spécialiste des idées politiques, donc démocratie et anarchisme en particulier, et des mouvements sociaux. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Carnet de guerre culturelle, paru chez M Éditeur en 2025, Panique à l'université, Rectitude politique, Woke et autres menaces imaginaires, chez Lux en 2022. Et il a co-dirigé des ouvrages collectifs, dont avec Marc-André Etier, pardon, la guerre culturelle des conservateurs québécois, paru en 2016 chez M Éditeur. Et là, ça ne descend pas. Excusez-moi, ça ne sera pas long. Le site Internet de l'Observatoire me fait des siennes. Je n'ai pas accès au reste. Bon, alors j'ai pas accès au reste, c'est vraiment malheureux. Alors je vais couper ce cours, Francis. Je suis vraiment désolé, tu pourras compléter si tu veux. J'imagine que ça va faire la même chose pour Arnaud, malheureusement. Arnaud Bernadet, il est professeur au département des littératures de langue française, de traduction et de création de l'Université McGill depuis 2010. Ses travaux portent sur la théorie du langage et la théorie de la littérature. En 2021, il a auditionné devant la Commission scientifique et technique sur la liberté académique. Il est également membre de l'Observatoire sur la liberté d'expression et aux éditions Libert, il a coécrit un essai avec Isabelle Arsenault, Liberté universitaire et justice sociale. Et il a fait également beaucoup d'autres choses, mais qui sont hors de ma portée là, sur le site web de l'Observatoire. Alors, je te laisserai compléter, Arnaud, si tu veux bien. Donc, le déroulement, je vais donner la parole d'abord à Francis pour une présentation de sa posture, de sa position. Ensuite, même chose pour Arnaud. Va s'en suivre un droit de réplique des 2 participants, donc des 2 conférenciers, entre 5 et 10 minutes pour le droit de réplique. Et par la suite, on va ouvrir là, pour les questions et les échanges avec l'auditoire. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Francis et je vous remercie encore d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Merci beaucoup à tout le monde qui ont participé à l'organisation de cette discussion. Merci à Arnaud aussi d'avoir accepté. Ça me fait plaisir d'avoir cet échange, surtout que on entend régulièrement des reproches qu'il y a pas de vrai débat, c'est-à-dire qu'on se retrouve pas sur les mêmes tables ou sur les mêmes panneaux, qu'on est chacun sur nos tribunes différentes, pas chacun, moi et Arnaud, mais je veux dire en général les enjeux de Kant, ça évoque toute la question de la polarisation qui est un autre enjeu là, mais bref. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, tout de suite, je vous annonce, je pense que vous allez être déçus. En fait, je ne sais pas quelles sont vos attentes par rapport à cette discussion, mais je pense, et c'est pas pour me défiler, mais je pense qu'il y a une sorte de peut-être de faux débat. On verra en fait comment file la discussion. J'ai l'impression qu'on parle pas exactement de la même chose. C'est ce que je ne sais pas si on peut reprendre la notion de rancière sur la mésentente, c'est peut-être pas une bonne application, mais euh, il y a des enjeux qui sont liés à la liberté d'expression, et je laisserai Arnaud préciser comment il aborde ça, mais j'ai l'impression que c'est peut-être que je lui mets des mots dans la bouche, désolé, mais c'est peut-être plus des questions de principe, des cas spécifiques qui peuvent être très problématiques, je vais y revenir, et peut-être aussi une question de position. McGill est évidemment une institution tout à fait particulière, n'est-ce pas? Euh,
Vous me direz l'UQAM aussi, mais c'est pas la même particularité. Et donc voilà. Donc alors que moi je m'intéresse, comme vous peut-être vous le savez, si vous le savez pas, je vais vous l'expliquer. Je m'intéresse moins au cas particulier. Évidemment, moi je suis un professeur, donc je considère que la liberté académique est extrêmement importante. Je suis très content d'avoir une convention collective qui la protège fortement. Et, euh, et évidemment, je crois à la liberté académique aussi bien en enseignement qu'en recherche. Et je me désole quand il y a des collègues qui peuvent être ciblés ou qui ont l'impression que leur liberté est attaquée. Donc ça, c'est au niveau du principe. Cela dit, moi, ce qui m'intéressait avec ces discussions, ces débats et ces rapports de force politiques qu'on a eu dans les dernières années au Québec spécifiquement, ben, c'est justement ça, c'est la question des rapports de force. Et donc, moi, je me suis positionné dans une analyse des rapports de force et donc de ces cas-là comme des révélateurs de rapports de force dans la société. Donc, c'est là où je pense qu'il n'y a peut-être pas vraiment de débat et peut-être qu'on ne parle pas exactement de la même chose, mais la discussion nous le dira. Et donc, je viens de passer un tiers de mon intervention à dire qu'il n'y aura pas de débat et à pas présenter ma position. Donc, très rapidement, ce que j'ai fait, en fait, est relativement simple. Euh, j'ai procédé à des demandes d'accès à l'information parce que, comme vous le savez, avec la loi adoptée par le gouvernement du Québec, il y a une obligation pour les universités de non seulement de mettre sur pied un comité responsable de la liberté académique, liberté d'expression sur les campus, mais en plus de déposer un rapport au ministère de l'Éducation. Donc, je fais ça des fois là quand j'ai une certaine curiosité, j'ai un peu de temps, c'est pas très long là, je fais des demandes d'accès à l'information. Donc, j'ai commencé par faire une demande d'accès à l'information en me disant, ben, il doit bien y avoir des rapports qui sont arrivés au ministère de l'Éducation. La personne responsable au ministère de l'Éducation de ces rapports la personne responsable, pardon, de la loi d'accès aux documents et à l'information au ministère de l'Éducation a été réfutée. Il m'a dit, ah oui, oui, mais en fait, il faut demander aux différentes universités séparément. Donc, évidemment, ça a tout à fait miné ma volonté. Vous voyez comme quoi une recherche, des fois, ne tient pas à grand-chose. Un petit obstacle, c'est que ça nous bloque. Et donc, heureusement, la FQPPU et des personnes liées à la FQPPU, entre autres, m'ont dit, ben en fait, il y a des rapports qui ont été cumulés, on les a, donc j'ai demandé la permission de les utiliser, et là, donc, j'ai consulté les rapports, et voilà. Et donc, en fait, le résultat, c'est qu'il y a à peu près rien dans ces rapports, c'est assez troublant. Donc, c'est pas une critique envers les collègues qui sont sur ces comités-là. Et d'ailleurs, j'ai pas d'expertise particulière. Peut-être qu'il y a des gens qui vont nous expliquer là, c'est quoi le travail. Moi, je m'intéressais vraiment spécifiquement à la question de ce fameux rapport. C'était des rapports qui devaient rapporter au ministère, en fait, les plaintes. Et je précise là, donc c'est la question des plaintes. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est que dans à peu près toutes les universités, il n'y a pas de plaintes. Dans mon université, il y en avait trois, dont deux jugés, les trois en fait qui étaient jugés non recevables. Et donc, pourquoi ça me semble, alors, premièrement, c'est une bonne nouvelle si on peut dire ça comme ça. Je connais pas le fond, je connais pas le processus. Il y a différentes possibilités d'explication pourquoi, peut-être, sans doute qu'Arnaud va revenir là-dessus. Il y a peut-être différentes hypothèses qui peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas de plainte. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de plainte, a priori, ça peut être une bonne nouvelle. S'il n'y a pas un sous-niveau de déclaration. Mais moi, ça m'a questionné dans la mesure, et c'était un peu ça que j'expliquais dans mon texte, ma lettre ouverte, c'est ça me ramenait en fait aux années précédentes où il y avait eu une mobilisation absolument exceptionnelle de la part des universitaires sur ce qu'on a appelé l'affaire Lieutenant Duval, qui était une situation vraiment très problématique et injuste envers cette, je vais appeler chargée de cours, là, je sais que c'est pas le terme exact là à Ottawa, mais une chargée de cours, donc une enseignante qui a moins de protection au niveau de sa sécurité d'emploi. Et cette affaire Lieutenant Duval avait été, comme vous le savez, l'objet d'une mobilisation absolument incroyable au Québec de la part des universitaires. Mon collègue Vincent Romani avait répertorié plus d'une centaine de lettres ouvertes d'universitaires, là même des mois après le devoir continuer à publier des lettres ouvertes sur le sujet, des mois après, là, alors qu'on sait très bien, pour les personnes qui ont un peu l'habitude d'intervenir dans les médias, après deux, trois lettres ouvertes sur un sujet dans un journal, on vous dit, ben, c'est fini, là, on va pas en parler pendant des années, là. Il y avait eu des éditoriaux, il y avait eu des chroniques, il y avait eu des prises de position à l'Assemblée nationale, les différents politiques s'étaient prononcés là-dessus pour quelque chose qui se passait à l'Université d'Ottawa. Ça avait donné directement lieu à une commission qui a donné lieu à la loi. Donc, moi, je me disais, donc, en revenant sur ça me permettait de revenir sur cette histoire-là et me dire, ben, en fait, il y a donc eu tout ça pour finalement pas grand-chose. Et comme vous le savez peut-être, si vous le savez pas, c'est pas grave. Moi, je me suis beaucoup inspiré de Stanley Cohen et la théorie des paniques morales, qui est souvent très mal comprise et connue par ailleurs, mais qui nous dit justement cela. Il dit, il peut y avoir des faits réels à l'époque de Stanley Cohen, sa thèse de doctorat, c'était sur, ça n'a aucune importance ici, mais c'était sur des batailles de plage
entre les mods et les rockers pour les personnes qui ont un certain âge. Et donc, il disait, il y a eu les batailles pour de vrai, là. Il y a vraiment eu des terrasses de restaurateurs qui ont été vandalisées. Là, il disait pas qu'il n'y avait pas eu de bataille entre mods et rockers, mais il disait, mais comment ça se fait que toute la société anglaise s'est mobilisée autour de ça, que les médias ont couvert ces événements de manière très sensationnaliste et totalement disproportionnée par rapport à leur importance, que la société anglaise s'est sentie menacée dans ses valeurs, c'est l'idée de morale, la panique morale, et que même les autorités politiques ont fait des spectacles de déploiement de force. On retrouve par exemple des images dans des journaux, dans des tabloïds anglais, d'avions militaires où vous avez des centaines de policiers qui sont en file en train de monter dans des avions militaires pour être déployés dans des villes balnéaires pour faire face à la situation. Donc Stanley Cohen, il dit, dans son livre sur les paniques morales, il dit, moi, ce qui m'intéresse comme sociologue, c'est pas les batailles de rockers et de mods qui ont eu lieu, c'est cette mobilisation et ces rapports de force dans la société anglaise. Et il dit, ça agit comme un révélateur. Et moi, ma perception, c'est qu'on ne pouvait faire le même exercice avec les débats sur la liberté d'expression académique aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai essayé de réactiver en consultant les rapports. Je précise là, ça montait jusqu'au premier ministre. Là, le premier ministre parlait d'une police de la censure. Arnaud, dans le sous-titre de son livre, c'est Cancel Culture, il le met en anglais, là, mais c'est cette idée, donc, qu'il y a une culture ou une police, hein, c'est un terme très fort, une police de la culture, et c'est le premier ministre lui-même qui dénonçait ça. Donc, dans mon texte, je souligne quelque chose que j'ai déjà souligné à d'autres événements, dont un webinaire à la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression. C'est l'enjeu du deux poids, deux mesures de nos collègues qui ont déchiré leurs chemises, qui ont lancé des mobilisations, qui ont mobilisé pour des lettres collectives, qui ont écrit mais tout à coup, quand c'est sur un autre thème que des étudiantes antiracistes qui critiquent une enseignante comme Lieutenant Duval. Mais quand c'est sur d'autres thèmes, comme sur la Palestine, par exemple, on a eu l'occasion d'en parler dans les dernières années, je pense, beaucoup trop, malheureusement. Malheureusement, c'est à cause du désastre qui se passe là-bas. Là, les voix se taisent. Et ça me questionne justement sur cette fameuse question du principe fondamental, de la valeur fondamentale. C'est pour ça qu'on parle de panique morale, c'est lié aux valeurs. Si on dit que la liberté d'expression, la liberté académique est une valeur fondamentale, ben pourquoi en fait quand c'est sur un thème, on se mobilise, et quand c'est sur un autre thème, non seulement on se mobilise pas, mais on n'en parle pas du tout. Donc là, pour dire ça, je me fie à ma lecture quotidienne de Québécois et du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Non, mais pour de vrai, en fait, je lis ça vraiment tous les jours. Joseph Facal, entre autres, qui est très, très, très mobilisé sur ça. Christian Rioux, à l'époque, au Devoir, qui était très, très mobilisé, qui nous ramenait, en fait, des polémiques ou des cas réels là, qui se passaient aux États-Unis et qui agitait ça pour prouver pour démontrer l'esprit tyrannique et totalitaire des fameux woke. Mais quand c'était des enjeux qui étaient liés à la Palestine, il n'avait rien à dire, il ne disait rien, pas un mot, pas une ligne. Et pourtant, ça venait des mêmes sources aux États-Unis, et puis après ça venait du Canada anglais, puis après ça venait de chez nous, là où. Et d'ailleurs, Arnaud le mentionne dans sa lettre, Pascal Derry, elle-même, la ministre de l'Éducation supérieure, formée à l'UQAM, est intervenu directement, a pris le téléphone là, pour intervenir directement. Joseph Facal, Christian Rioux et tout, rien, pas un mot, ça les intéresse pas, c'est pas un sujet. Et donc, ça, pour moi, c'est révélateur d'enjeux de rapports de force qui dépassent le principe, c'est-à-dire qui dépassent le camp individuel et qui sont révélateurs de rapports de force, pour le dire très, très simplement, entre les forces plus progressistes et plus conservatrices, ou la droite et la gauche, si vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Et j'ai fait cet exercice-là, si ça vous intéresse, là, peut-être ça vous intéresse pas du tout, mais dans Pivot, là, dans un média indépendant en ligne, j'ai deux, trois, et dans les carnets de guerre culturelle, là, qui regroupent des interventions médiatiques, j'ai deux, trois textes où justement je détaille des cas où des voix palestiniennes ou pro-palestiniennes ont été censurées, dont un étudiant en médecine à l'Université d'Ottawa par le même recteur dans la même université qui a été suspendu pour des propos dans ses médias sociaux, pas en classe, dans ses médias sociaux. Et aucune lettre ouverte, aucun éditorial, aucune déclaration au Québec, rien à part une mention dans une chronique du Devoir. Euh, voilà. Et même moi, là, je suis pas une victime je suis pas une victime, là, je suis pas en train de déchirer ma chemise, d'ailleurs, j'ai pas de chemise, mais même moi, on m'avait demandé de
traité de cette question-là de la Palestine par rapport à la liberté d'expression et la liberté académique dans un webinaire de la chaire France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d'expression il y a 1 an et demi. Et en fait, les organisateurs et organisatrices de la chaire avaient même enlevé de mon sous-titre sur l'affiche le mot génocide parce qu'ils disaient c'est trop sensible. Donc la chaire elle-même avait modifié mon sous-titre. Il avait fait une première affiche de publicité où il y avait le sous-titre en contexte de génocide. Je pense que c'était ça le sous-titre. Et puis 2 semaines avant, ben, poup, le mot génocide avait disparu. Donc moi-même, je suis une victime de ça. Mais je comprends bien ce qui se passe. Je vois bien que l'enjeu, c'était que dans les 2 dernières années, ben, la question de la Palestine, l'utilisation d'un mot comme génocide était extrêmement sensible. Et donc, ça révèle, en fait, encore une fois, des rapports de force dans nos sociétés, des rapports de force concrets, là, avec des coups de téléphone, des lettres ouvertes, des lettres, des menaces, entre guillemets, des craintes aussi de représailles. Euh, et donc, on sort des arguments, par exemple, ben, c'est pas prouvé juridiquement que c'est un génocide, par exemple. Je termine là parce que le temps passe et je veux laisser le temps évidemment à Arnaud je sais pas si c'est répliqué, mais en tout cas de présenter sa position certainement. Euh, je reviens, je l'ai dit tout à l'heure là. Euh, euh, Arnaud laisse entendre, puis c'est pas le cœur de son propos là dans sa lettre, donc je vais passer rapidement, puis c'est pas grave si c'est pas ça qu'il dit là, c'est simplement pour le mentionner. Ma thèse, c'est pas tant que Legault et le gouvernement de la CAQ, qui avec la loi voulaient faire taire des militants de gauche ou les woke ou mes amis finalement, c'était, moi je pense plutôt, et je suis pas dans la tête de François Legault évidemment et de son équipe, mais moi je pense que euh, ça se compte pas évidemment en points électoraux, mais c'est du capital politique à coût nul, en fait, pour Legault. Ça implique à peu près aucun investissement dans les universités. Ça implique aucun développement de ressources pour l'éducation supérieure. Mais en fait, c'est un sujet extrêmement polarisant, justement, pour reprendre ce terme, extrêmement polémique, qui touche tout le monde, même si la grande majorité des gens ne savent pas ce qui se passe à l'université. Et donc, je suis sûr que pendant 1 ou 2 ans, on a parlé en Gaspésie, à Fermont, à Schefferville, en Abitibi. Tout le monde parlait de la liberté académique en disant que c'était absolument scandaleux ce qui se passait au Québec, parce qu'en fait, le gouvernement du Québec, en prenant ce sujet et en stimulant justement ce que Stanley Cohen aurait appelé une panique morale, je crois, il se faisait du capital politique. Et il créait en fait des effets, des ondes de choc dans la sphère politique. Il forçait les autres à se positionner et il mettait des groupes sur la défensive avec sa commission, avec la loi et tout ça pour lutter contre ce qu'il appelait, ce que François Legault avait appelé la police de la censure. C'est quelque chose aussi que Stuart Hall a montré en reprenant la notion de panique morale. Stuart Hall a continué en fait le travail de Stanley Cohen et il a montré aussi comment les élites politiques utilisaient les paniques morales à leur fin. Donc, je termine en remerciant encore les collègues qui siègent sur ces comités. Comme je l'ai dit, c'est pas une critique des comités comme tels, là. En fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas exactement ce que les comités font. C'est pas non plus pour nier qu'il ne peut pas avoir des cas dans certaines universités. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai été en discussion avec un collègue que je ne nommerai pas, je n'aimerais pas l'institution non plus. Il a été convoqué par les ressources humaines de son institution parce que en fait, il a dit en classe qu'il était anarchiste et les ressources humaines lui ont demandé de définir c'est quoi l'anarchisme et en quoi il est anarchiste et qu'est-ce qu'on entend par anarchisme. Et j'ai dit à ce collègue, ben, contacte ton comité de liberté académique. Moi, je peux pas t'aider, mais eux, ils peuvent peut-être t'aider. Donc, je dis ça là pour préciser que s'il y a un enjeu, si ces comités-là peuvent être utiles, bon, ben, évidemment, tant mieux. Je connais le cas de, pas bien, mais je connais le cas de Patrick Provost à l'Université Laval, par exemple, sur un enjeu de vaccin. Je constate que ce cas-là non plus a pas été l'objet de beaucoup de mobilisation parce que ça permet pas vraiment de taper sur les woke. C'est pas intéressant. On peut pas taper sur des féministes ou des antiracistes sur une question de vaccin. Donc, je sais pas, là, vous voyez un peu la supposition que je fais en termes de motivation. Mais je termine donc en disant qu'évidemment, chaque cas peut être problématique en soi et que moi, en tant que professeur, je ne voudrais pas être pris dans une situation comme ça, évidemment.
mais que j'encourage évidemment quand on a des cas, et c'est ce que j'ai fait dans mon livre aussi, Panique à l'université. J'ai repris plusieurs cas qui étaient montés en épingle, si je peux dire ça comme ça, ou pris comme exemple par Joseph Facal, Christian Rioux et d'autres. Et j'ai essayé, parce qu'avec le recul, c'est plus facile évidemment, de creuser en fait tel ou tel cas aux États-Unis dans telle université. Puis je disais, ben en fait, non, la réalité, c'est pas exactement ce qu'on nous a présenté comme un cas de. Donc des fois aussi, il y a des cas qui sont des faux cas, si je peux dire ça comme ça, ou en tout cas des cas plus compliqués. Et finalement, voilà. Et finalement, je reviens sur le fait que moi, mon objectif dans ce débat-là, entre guillemets, c'est de mettre en lumière les rapports de force plus généraux dans la société qui utilisent cette question-là qui nous préoccupe, nous, comme universitaires, pour probablement des gains politiques, que vous soyez un polémiste médiatique ou un acteur politique, vous essayez de faire des gains politiques pour votre camp en utilisant ces quelques cas-là et en partie en déformant la réalité et en utilisant des termes extrêmement catastrophistes comme police de la censure ou, évidemment, si on va vers Mathieu Bocoté et d'autres, c'est totalitarisme. Mais c'est des personnes qui ont un grand écho. Là, c'est pas, je le nomme, disons, en tout respect dans la mesure où ce sont des gens réellement influents euh, qui utilisent des termes absolument absurdes, en fait, d'un point de vue de l'histoire politique, pour parler de la situation. Voilà. J'espère que c'était Et à peu près clair. c'était tout à fait clair. Merci beaucoup, Francis, pour la mise au jeu. Et maintenant, je vais céder la parole à Arnaud pour la présentation de son point de vue. Donc, dans les mêmes eaux, là, une quinzaine de minutes environ. Ok. Merci beaucoup. Bon, j'essaierai je veux pas être trop long, donc et puis je veux qu'on ouvre donc sur la discussion. D'abord en remerciant évidemment Régis et Louis-Philippe et puis l'Observatoire de manière générale d'avoir organisé ça. Je pense qu'il y a un certain appétit. Puis si j'en juge par le nombre de personnes qui sont en ligne, il y a un intérêt évidemment à discuter sur cette question de l'ancienne loi 32, enfin la loi sur la liberté académique. C'est évident au bout de presque 4 ans. Alors, si j'étais intervenu donc suite au texte de Francis, puis je le remercie d'accepter évidemment donc ce débat, c'était aussi, tu as parlé de faux débats, c'est possible en un sens, mais moi ce qui m'intéressait, c'était peut-être de remettre un petit peu en contexte la loi et pas de la limiter à une lecture qui sur ce qui se passe dans les médias ou d'anti-wokisme, de wokisme ou l'anti-wokisme. Il me semble que simplement c'est restrictif. Et c'est la question de la loi 32, donc c'est la question d'une norme nationale qui se joue, en gros, on pourrait dire depuis les années 60 au Québec. Hein. Si j'en juge par la commission par an, le rapport par an en 64, on a déjà toute la question de la sauvegarde de la liberté universitaire avec un pointage des pressions possibles, l'ingérence de l'État, les intérêts corporatifs, ce genre de choses. Donc c'est quand même une question qui est venue de manière donc récurrente. Et puis ce qui me semble et c'est ce qui explique ma réaction. Ce qui me semble manquer dans cette réflexion, j'enlève pas la pertinence sur la question de l'anti-wokisme, ça c'est autre chose. Il faudrait définir les termes donc assez clairement, mais c'est évidemment toute une série de positions. Par exemple, la position des collègues, la position des syndicats, qui ont fait aussi donc la demande d'une norme nationale. Je rappelle par exemple que lorsque il y a eu la commission Cloutier et qu'elle a été mise en place, le sondage, hein, donc 57%, si je me souviens bien, des sondés demandaient à la fois qu'il y ait une norme locale et une norme nationale. Ce qui est intéressant, contre 14% seulement pour une norme locale. Je rappelle également qu'à cette date, et je suis bien placé pour le savoir dans mon université, toutes les universités étaient pas syndiquées et encore moins avec des conventions collectives. Donc là, il y a évidemment un cadrage qui est important par la loi. L'idée, c'est quand même d'avoir une norme globale, une loi plancher en quelque sorte, hein, donc une loi cadre, et qu'on puisse élaborer même les conventions donc collectives à partir de là. J'aurais juste rappelé une chose d'ailleurs, donc sur l'intervention à laquelle tu faisais allusion, l'intervention de François Legault. C'était au mois de février lorsqu'il commence à parler de la police de la censure. Hein, je pense que tu faisais allusion à la page Facebook où il était intervenu. Hein, donc, enfin lui, c'est communicant. Il était question d'un énoncé cadre, je crois. Donc, il parle pas de loi, il se commet pas là-dedans, évidemment. Mais je rappelle que c'est ce que demandait en fait le scientifique en chef, Rémi Quirion. Hein, donc c'est la question qui est posée par Rémi Quirion d'une politique nationale et il interpelle le gouvernement sur cette question dans son rapport du 15 septembre 2020, hein, qui est donné donc à la ministre McCann de l'époque, la ministre de l'enseignement supérieur, hein, l'idée d'une politique
d'une politique, d'une norme nationale. Et le premier argument qu'il utilise, d'ailleurs, si je me souviens bien, c'était la question des pressions économiques de plus en plus importantes et insistantes dans le milieu universitaire. L'autre aspect, et on y est aujourd'hui donc pleinement, c'est les théories alternatives. Hein, donc la prolifération de théories alternatives. Puis troisièmement, il évoquait effectivement un durcissement donc, de certains groupes, pas forcément universitaires, du côté de la rectitude politique, mais c'était pas l'élément, l'argument donc de premier plan. Donc je tiens donc à le rappeler. Donc c'est la question pour moi donc qui est importante, c'est du contexte. Après, on peut discuter évidemment des failles ou des faiblesses potentielles de cette loi, de comment on peut l'utiliser. Ça reste une question évidemment très ouverte. Juste pour clore donc là-dessus, sur la base, la demande d'information, d'accès à l'information qui a été faite, c'est certain on a peu de choses. On a très peu de choses et qu'on ne peut que spéculer. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la loi n'est pas faite juste pour régler des litiges, des conflits, ne serait-ce qu'entre enseignants et enseignés. Elle est aussi, c'est les trois termes de la commission Cloutier, c'est les trois termes qu'on retrouve dans la loi donc 32, c'est reconnaître, c'est promouvoir et protéger. Et là où je vois disons une défaillance majeure dans les établissements, mais il faudrait vérifier au cas par cas, c'est au niveau de la promotion elle-même. Dans mon établissement, c'est absolument nul. J'ai pas d'autres mots. Le rapport qu'ils ont fait, c'est en gros, on a mis une page web donc sur la question. Voilà, c'est bon. C'est par acquis de conscience. Et j'insiste parce que cette université-là a un gros problème avec ça. Pendant les débats sur la loi 32, je me permets de le rappeler, il y avait vraiment un travail de propagande dans la communication qui était évident. Je rappelle, je travaille avec des collègues qui sont anglophones, qui à 95% parlent en anglais, mangent en anglais, respirent en anglais, dorment en anglais, qui voient vaguement ce qui peut se passer donc au Québec. Et l'université consacrait 4 lignes à la liberté académique et à la commission Cloutier. Hein. Donc c'était assez sidérant alors qu'il y avait des tartines sur d'autres enjeux. Mais ça, c'était présenté de manière comme quelque chose de potentiellement nocif et de dangereux et une attaque. Donc il n'y avait rien qui était absolument donc exposé. Donc là il y a vraiment donc un effet de propagande très clair, ou en tout cas de désinformation donc évident. Bon, donc la question de la promotion reste, il faudrait vérifier établissement par établissement, ça serait intéressant, mais c'est pas une évidence. De la même façon que distinguer liberté d'expression et liberté universitaire n'est pas non plus une évidence. Puis Francis a touché un point sur la question de la Palestine, par exemple, où on a des problématiques qui peuvent être la liberté d'expression en contexte universitaire. Là, on est sur des zones grises ou des zones d'intersection entre ces deux libertés-là, qui peuvent être assez compliquées à dénouer, donc, mais qui sont néanmoins importantes. Donc, il y a la question à la fois du contexte, puis il y a la question oui, il y a peu d'éléments. On ne peut que spéculer en ce qui concerne le règlement, la question des litiges. On peut aussi, en un sens, s'en féliciter, parce qu'après tout, on a un parapluie qui est très ouvert avec la loi 32, et ça pourrait aussi expliquer le fait qu'il y ait peu de plaintes. Hein. Donc, il me semble que dire ou aller vers une explication qui serait du côté de l'anti-wokisme, du wokisme, etc. Et vous voyez, il ne s'est rien passé véritablement de fondamental, donc tout ça pour ça, ça me paraît un peu hâtif, mais on pourra en rediscuter. La troisième chose, c'est les éléments de pression. J'entends bien Francis qui nous parle beaucoup de l'aspect politique puis de la capitalisation que la CAQ a faite sur cette loi. Ça me paraît évident. Ça me paraît que les intérêts évidemment du Premier ministre, ex-futur Premier ministre ou futur ex-Premier ministre, eh bien, étaient pas les mêmes que le corps professoral ou le corps universitaire de manière générale. Je n'en doute pas une seule seconde. Simplement, il faut quand même rappeler et remettre en contexte, et les éléments qui ont déclenché sont intéressants là-dessus, en particulier ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, mais j'ai connu la même chose dans mon département, dans mon université, c'est le comportement des administrateurs. On s'est beaucoup focalisé sur effectivement les questions de sensibilité, les questions de plainte, ce genre de choses. Mais autant on est habitué, on entend souvent la question de l'ingérence de l'État, la question des mécanismes, des pressions du monde économique. Oui, ce sont des pressions réelles, mais c'est le comportement des administrateurs qui, sur bien des points, donc, a fait défaut là-dessus. C'était une des visées de la loi 32. Et on assiste quand même à deux choses. La première, c'est un mode de gestion très clientéliste dans les universités, alors avec des degrés d'avancement différents. On a des cultures
différentes. Je ne doute pas qu'à l'UQAM, ça se passe un peu différemment de McGill. McGill est très avancé dans ce domaine. Son modèle, de toute façon, c'est les universités états-uniennes, hein, dont le principe est, je dirais, donc fondamentalement clientéliste, et puis dont la stratégie de base, c'est cover your ass. Hein, dès qu'il y a un problème, on judiciarise. Donc il y a la crainte de la judiciarisation, d'avoir un avocat, un cabinet d'avocats sur le dos. Hein. Donc c'est ça, donc quand même la logique. Bon, donc ça c'est une première chose et c'est inséparable, il me semble, je dirais, de l'évolution gestionnaire néolibérale des établissements depuis les années 90. On ne peut pas comprendre cette question-là. C'est pas juste, ça s'explique pas par des raisons simplement de sensibilité idéologique, des militants, etc. Il y en a toujours eu, donc ça fait partie de folklore universitaire. Là, c'est pas la question. Mais cette modalité chez les administrateurs et cette manière de s'ingérer dans les rapports entre enseignants et enseignés me semble très problématique. Il y a quand même, on assiste à un tournant autoritaire, hein, de la part des administrateurs. Donc, il y a la question du pouvoir politique, indéniablement. La question des administrateurs me semble absolument centrale. Puis je note une chose, pendant les débats sur la loi 32, les recteurs disaient, mais il ne se passe rien, circuler citoyen, il n'y a rien à voir. Hein, donc, bon, voilà. La troisième chose, c'est, il me semble, il faut raisonner en contexte également sur ce qui se passe par rapport au point de discussion et au débat qu'on a eu en 2020-2021. C'est le shift auquel on assiste et qui est lié à ce qui se passe notamment donc au sud, hein, et aux attaques, hein, donc ou des autorités politiques par rapport au monde universitaire. Et la question, c'est évidemment le Québec, comment il se place là-dedans. Je rappelle quand même le Québec puis le Canada de manière générale. Je pense aux appels à définancer d'un Poilièvre, par exemple. Ou même certaines sorties très polémiques. Je pense à PSPP récemment, vous vous souvenez qu'il s'est attaqué au milieu culturel, ça avait été sa cible première, mais le lendemain, il avait enfoncé le clou en disant le milieu universitaire aussi, il y a de l'aplaventrisme, etc. Je trouve ce genre de rhétorique vocifératrice assez inquiétante, je dois dire. Et donc là, c'est quand même un premier ministrable, hein, donc potentiellement, et il y a de quoi évidemment s'inquiéter, parce que de l'aplaventrisme, je ne doute pas qu'il y en ait dans notre milieu, donc on pourrait faire une longue liste, hein, des comportements serviles. En général, ça nourrit l'esprit satirique des campus novels, mais au-delà de ça, c'est inquiétant de voir quelqu'un qui donc s'attaque sans. Ça trahit évidemment une méconnaissance de la classe politique par rapport au milieu universitaire, par rapport aux mécanismes de domination, hein, donc, qui l'affectent. Ça, c'est évident. Et puis, l'incompréhension qu'il y a par rapport, oui, une partie de l'argent vient d'Ottawa. Et on sait très bien que c'est aussi une stratégie pour le pouvoir fédéral de fidéliser et financièrement et idéologiquement les établissements universitaires. C'est une question sensible donc au Québec. Mais à l'inverse, ce que voit pas ce parlementaire, c'est évidemment le fait qu'il y a aussi une part de ruse. Hein, donc on est obligé de travailler avec ce qui est donc c'est tout le champ des tactiques que peuvent utiliser aussi les universitaires par rapport à la réalité donc qui les domine notamment sur le plan donc économique. Et j'ai pas entendu à date que dans le nouveau pays que proposait Paul Saint-Pierre Plamondon, il proposait par exemple un programme de chaire de recherche du Québec qui rivaliserait potentiellement avec le programme CRC, donc côté canadien, ce genre de choses. Donc, moi, je dirais ma réaction par rapport à la question de la loi se situe à la fois, oui, sur la question de la contextualisation et sur la question des différents mécanismes et puis de ce qui est en train de se profiler et se développer en matière de tournant autoritaire du côté politique, mais également du côté des administrateurs. Voilà. Alors, après, sur la question du capital politique dont parlait Francis, évidemment, j'ai pas à redire, ça me semble donc évident, mais j'ai l'impression quand même que la question de la panique morale, simplement, passe un peu à côté de tous ces phénomènes. Elle laisse aussi penser, parce qu'il y a eu un glissement même dans ton discours, Francis, tu parlais des collègues qui avaient déchiré leur chemise, puis après tu passes à Mathieu Bock-Côté, etc. Mais c'est pas les mêmes discours, c'est pas les mêmes personnes, puis ces commentateurs-là, ils font pas partie du monde universitaire. Ils ont aucune connaissance indigène du milieu et ils arrivent avec leur propre représentation. Donc c'est pas les mêmes types de discours. Je sais pas quel collègue tu pensais donc en particulier, mais voilà. Donc là, il me semble qu'il y a un glissement. Puis ce glissement, moi, ça m'avait frappé aussi dans ton livre, Panique à l'université. Mais la panique fabrique
les commentateurs du Journal de Montréal, je veux bien l'entendre, mais il s'agit de panique à l'université. Moi, j'ai pas vu de panique à l'université. Par contre, j'ai vu quand même dans les dernières années, puis t'en parles pas, puis je trouve ça un peu dommage. Il y a quand même une série d'ouvrages qui sont sortis, qui sont pas des pamphlets, hein, donc, mais qui sont des essais, à commencer par nos collègues de l'Université d'Ottawa. Donc, je pense à leur collectif chez Néméac. Il y a quand même une série de travaux, hein, donc, qui sont sortis sur la question universitaire, sur la situation des universités. Voilà, donc ça me semble donc être un oubli donc aussi majeur. Je vais m'arrêter là, donc Louis-Philippe, je pense qu'il y aurait de quoi discuter. Peut-être que Francis voudra rebondir donc aussi donc, sur certains Ben, éléments. merci beaucoup. Alors, si on se demandait si il allait y avoir un débat, je pense que finalement, on en a un. Je donnerai maintenant justement le 5 minutes, 5 à 10 minutes en fait à Francis pour répliquer, puis ensuite on finira avec une réplique similaire à 5 à 10 minutes, là. Donc un dialogue qui s'est ouvert entre vous, donc voir comment ça se goupille, puis ensuite on passera à la période d'échange avec l'auditoire. Alors Francis? Oui, je sais pas si ça va être vraiment des réponses. En tout cas, c'est des réactions un peu pêle-mêle, là. C'est pas systématique. Évidemment, on avait. Attendez juste un instant, il y a mon chat qui est en train de. Comme vous voyez, chacun a ses problèmes. Euh, deux, trois commentaires dans la mesure où je réagis à ce qu'Arnaud a dit, puis à la fin, il m'a plus interpellé directement, donc je réponds à ça aussi là. Mais euh, euh, je peux témoigner directement là de tournant autoritaire des administrateurs. En tout cas, très certainement, c'est pas juste un tournant autoritaire, mais je pense que Arnaud l'a mentionné. Et tu as utilisé un terme qui me revient pas là, mais qui me semble était parlant. Euh, c'est des lâches. Par rapport aux peurs que ça sorte dans les médias ou que ça sorte dans les médias sociaux. Et donc, moi, j'ai au moins un cas dont je ne peux pas donner les détails pour différentes raisons, mais où il y a eu un enjeu avec une classe, avec une collègue, et, euh, et on s'est retrouvé devant des instances, disons, plus élevées dans l'université, et qui ont commencé à nous dire on va certainement pas faire le tapis, on va se tenir debout. Et puis la phrase était même pas finie, il y avait une sorte de virgule là. Et puis ils disent mais il faut surtout pas que ça sorte dans les médias, virgule. Et donc on va accommoder les étudiants et étudiantes qui se plaignaient. Donc là, ça c'était vraiment c'était une caricature pour prendre la référence au roman ou aux fictions là sur nos universités. C'était vraiment une caricature. En fait, je suis sorti de là choqué, mais en riant, si je peux dire ça comme ça. Il faut dire que j'ai un sens de l'humour particulier là, mais oui, donc ils sont pas juste autoritaires, ils peuvent être lâches aussi. Ils peuvent être les deux en même temps d'ailleurs. Et donc ça, c'est quelque chose évidemment, mais qui touche pas juste cette question-là, qui touche bien d'autres enjeux. L'obsession là que la marque de commerce de l'université soit pas entachée par une xème polémique dans le cas de l'UQAM, évidemment. On est sous la loupe là, et donc dès qu'il se passe quelque chose à l'UQAM, dès qu'il y a un graffiti, évidemment, il y a un article dans le Journal de Montréal. Donc ça, je ne nie pas ça. Euh, mais je reviens à la question vraiment de la fabrique de la loi ou du chemin qu'a mené Arnaud a mentionné le rapport du scientifique en chef Rémi Quirion. Ben, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais la journaliste indépendante Judith Lucie avait fait une demande d'accès à l'information parce que Rémi Quirion, dans son rapport, disait ben, en fait, la multiplication des cas d'attaques contre la liberté académique dans les universités en général et au Québec. Et donc, Judith Lucie, elle lui avait dit, en accès à l'information, ben, c'est quoi les données? Et il avait simplement candidement répondu, la personne responsable de la loi d'accès à l'information avait simplement candidement répondu, ben, c'est ce qu'on entend dans les médias. Et la commission Cloutier, dans son rapport, avait cité Rémi Quirion, mais donc, en fait, c'est encore ce qu'on entend dans les médias. Et si vous avez lu les annexes du rapport Cloutier, en fait, ils ont cherché, en fait, des cas de mise à pied de collègues, et en disant c'est zéro. Et donc, c'est une bonne nouvelle, en fait. On est content qu'il n'y a pas, il y a pas eu de collègues qui ont été mis à pied pour des enjeux de liberté académique dans les 10 ans avant la commission Cloutier. Mais donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie là qui a été mis, qui a été déployée pour ça là.
Euh, et donc, la question des médias me fait revenir. Euh, Arnaud me dit, mais oui, je ne sais pas si c'était le sens de ton commentaire, mais un peu Mathieu Bock-Côté, on s'en fout. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de la communauté. Mais non, parce qu'on voit en fait justement, et c'est la thèse de Stanley Cohen, que ce qui commence dans les médias avec un effet d'amplification, de densification, de sensationnalisme. Mathieu Bocoté, je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est un acteur important. Il n'y a pas juste lui, il y a Christian Rioux, il y a Richard Martineau, il y a Joseph Facal, qui par ailleurs a un pied au HEC. Là, il a pris sa retraite, là. Et donc, évidemment que c'est pas des spécialistes de l'université. On m'a reproché là dans une critique incendiaire de mon ouvrage d'avoir mobilisé ces polémistes-là comme si c'était des spécialistes d'université. Mais je ne sais pas comment ils ont lu mon livre, là, à l'envers probablement. Mais c'est évidemment pas ça que je dis du tout. Je dis l'université, notre métier, notre fameuse tour d'ivoire, elle est instrumentalisée par des gens qui, en fait, pour le dire gentiment, s'en foutent de ce qui se passe à l'université. Ils utilisent des anecdotes plus ou moins fondées, ou peu, ou pas, ou peut-être, pour vraiment mettre sur le côté. Il n'a pas de projet là pour l'université là. Richard Martineau aussi, Joseph Facal, j'en sais rien. Mais pourquoi tous ces gens-là, et le Journal de Montréal, c'est quand même pas un journal dédié à la communauté universitaire, c'est pas leur lectorat, on est d'accord? Mais il rejoint vraiment beaucoup de monde, bien plus que le devoir, évidemment. Et pourquoi ils nous utilisent comme ça? Qu'est-ce qui se passe quand ils nous utilisent comme ça? Et pourquoi pourquoi ça revient chez Rémi Quirion à la commission Cloutier? Ben parce que ça fait des ondes de choc, parce que ça crée des échos et des ondes de choc. Et c'est ça que je dis quand je parle de moi, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier les rapports de force et quels rapports de force sont mis en lumière par ces débats ou ces polémiques ou ces cas réels sur la liberté académique. Et oui, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont sortis. Il y a des livres qui sont sortis sous forme d'essais. Il y a des livres qui sont des essais d'universitaires. Robert Leroux, par exemple, de l'Université d'Ottawa, son livre est incroyable. Euh, et il y a le livre de Normand Baillargeon et Rachad Antonius au PUL, j'ai demandé au PUL, j'ai dit, est-ce qu'il y a eu un processus d'évaluation par les pairs? Non, il n'y a pas eu de processus d'évaluation par les pairs, mais ils ont le logo des PUL, donc ça a l'air vraiment plus sérieux, et donc j'en ai fait une recension critique aussi, parce qu'en fait, c'est pas sérieux du tout. Et, euh, et donc ça, même, c'est un sujet en soi, et j'en parle dans le livre, et j'en parle dans mes conférences sur le sujet, et je l'envoie à chaque fois à mon éditrice à Lux. Là, je sais plus, je suis rendu à combien, mais depuis 2020, la, 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 la- le, le monde de l'édition francophone, je parle même pas en anglais, mais de l'édition francophone, je sais plus à combien, mais je pense qu'on est rendu à plus de 30 livres anti-woke sur ces thématiques-là. Et évidemment, il y a des livres qui sont, je ne dis pas que c'est tous des livres produits par des universitaires, en fait, c'est pas des livres produits par des universitaires, mais ça aussi, pour moi, c'est révélateur de le, la, l'attention disproportionnée que des acteurs, dans ce cas-là, c'est des acteurs économiques, hein, c'est des maisons d'édition commerciales, portent à cette question-là. Et c'est tout à fait intéressant de voir que leur quatrième de couverture, donc l'argumentaire de vente finalement d'un livre, là, ce qui est écrit en arrière, c'est presque tout le temps la même chose. C'est enfin un auteur qui a le courage de dire ce qu'on ne dit pas, qui est à contre-courant, alors qu'ils disent tous la même chose là, c'est tout le temps les mêmes exemples, c'est Evergrade, c'est tel cas d'Américain qui a été mis à pied apparemment, c'est tout le temps les mêmes affaires et ils tapent tout le temps. Tu me demandais de préciser c'est quoi le mot woke, qu'est-ce qu'il y a derrière woke. Ben quand on les lit, on le sait très bien ce qu'il y a derrière woke. Derrière woke, c'est les féministes, les antiracistes et diversité sexuelle et de genre, et des fois les autochtones. Et chez Bocoté, que j'aime beaucoup, comme vous voyez, il y a Greta Thunberg et les écolos qui peuvent être chez les woke aussi. Donc les woke, c'est ça les woke. C'était 2 ans avant les social justice warriors qui ont miraculeusement disparu. Les social justice warriors qui remplaçaient en fait les militants political correctness des années 80-90, auxquels je consacre d'ailleurs un long passage dans mon livre, parce qu'en fait, je trouve vraiment étonnant que, y compris des ouvrages universitaires qui traitent de cette question-là,
ou en tout cas écrits par des universitaires, comme le livre de Baillargeon et Rachel Antonius. Euh, Comment ça se fait que personne ne voit que c'est les mêmes débats que dans les années 80-90? Il n'y a pas une leçon à tirer de ça? On n'a pas une réflexion à faire? Je veux dire, ils étaient en vie, ces gens-là, à cette époque-là. Moi, j'étais en vie, là. Euh, Alan Bloom, Finkielkraut, Pascal Bruckner, des numéros spéciaux, etc. C'était les mêmes. C'était political correctness, c'était pas woke, mais c'était les féministes et le Black Power. Si vous avez lu, là, Alan Bloom, là, qui parle de Cornell University, de l'occupation par le Black Power et tout ça, là, c'est la censure, la censure, on ne fait plus lire les Dead White Men. Vous vous rappelez de ça, là? C'est les mêmes débats. Pourquoi il n'y a pas et donc, même des collègues, j'ai beaucoup de respect pour Rachel Antonius, par exemple, même des collègues avec pour qui j'ai beaucoup de respect, je trouve que sur cette question-là, ils s'enflamment et ils participent d'une certaine manière à la panique morale. Même si je suis d'accord avec Arnaud, évidemment, Mathieu Bocoté et Rachel Antonius, c'est pas les mêmes acteurs, mais justement, comme je m'intéresse, moi, à, au rapport de force, voilà. Et je finis sur une chose. Euh, Je savais pas qu'on pouvait se signer autant sur un titre là, mais donc on m'a beaucoup reproché que ce soit panique à l'université et pas panique au sujet de l'université là. Donc mea culpa absolue là, je comprends tout le désarroi et la douleur que j'ai causé chez les personnes qui ont lu ce titre à plusieurs reprises apparemment. Euh, mais moi je sais pas. Donc à McGill vous paniquiez pas, mais à l'UQAM on paniquait à l'université. Après lieutenant Duval, c'était impossible de rencontrer un collègue ou une collègue sans discuter de ça et sans discuter de notre plan de cours et de qu'est-ce qu'on allait dire en classe. Donc, tant mieux si vous paniquiez pas à l'université à McGill, mais je peux vous dire qu'à l'UQAM, dans les réseaux où je suis, il y avait une inquiétude réelle et que moi, j'étais inquiet parce qu'en fait, la polémique de l'affaire Lieutenant Duval à Ottawa, elle concerne des cours féminisme sur le genre. Et moi, j'enseigne une session complète sur l'antiféminisme. Et dans ma session complète, donc 14 séances sur l'antiféminisme, je vous laisse deviner les citations que je lis à mes classes. Je lis des citations d'antiféministes du 19e siècle, du 20e siècle, du 21e siècle, qui croisent souvent des enjeux, des réflexions homophobes et maintenant transphobes et souvent des commentaires racistes. Et donc, c'est dans ces classes-là où c'est chaud par rapport aux étudiants et étudiantes, pas par rapport à l'administration. Là, je parle par rapport aux étudiants et étudiantes pour revenir sur l'affaire Lieutenant Duval. Et donc, tant mieux si à McGill, vous ne paniquez pas, mais moi, j'ai discuté avec plein de collègues dans les mois qui ont suivi l'affaire Lieutenant Duval, qui par ailleurs a duré des mois, et on était vraiment inquiets sur comment on allait gérer notre session, notre plan de cours, nos PowerPoint. Et il y avait des collègues qui disaient, moi j'enlève tel mot, moi j'enlève tel mot, j'utilise tel texte, je n'utiliserai plus tel texte parce qu'il y a le fameux mot dans le texte, etc. Et donc oui, moi je pense qu'il y avait une panique à l'université qui était provoquée par ça. Je peux répondre, Louis-Philippe. Je vois que le temps passe, Bien donc sûr. puis je vais prendre sur plusieurs points. Je te remercie, Francis, de ces clarifications. Je vais prendre au moins 3 points, donc assez rapidement. La première chose, moi, c'est la gêne que j'ai par rapport à ta thèse, donc à ton livre. Les rapports de force, je t'entends très bien, donc là-dessus. C'est par rapport au fait que, ben, au fond, il se passe pas grand-chose, et particulièrement au Québec. Bon, ça, moi, ça me paraît aussi. D'abord, premièrement, je note une chose, c'est que les recteurs ont tenu le même discours, puis je pense qu'il y a un danger donc réel, donc par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que ça cultive aussi toute une mythologie, c'est celle de l'exception québécoise. La société québécoise, elle est poreuse, donc aussi aux phénomènes qui arrivent des États-Unis et qui arrivent du Canada anglais. Les idées ne s'arrêtent pas évidemment à 60 km à la frontière, même avec la prophylaxie actuellement pratiquée, ou sur le pont entre Ottawa donc, et Gatineau, c'est évident. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je rappellerai aussi, c'est que le tissu québécois, sur le plan universitaire, est très hétérogène. Je suis dans une université anglophone. Il y a le plus gros contingent qu'on a d'étudiants étrangers, c'est les Américains, hein, qui arrivent avec leurs problématiques et qui pensent qu'elles sont universelles et universellement partageables. Donc en général, ils ont tendance donc à exporter leur niaiserie, donc avec les choses positives, mais aussi leur niaiserie. Donc bon, il y a quand même cet aspect-là. La deuxième chose que je voudrais rappeler, c'est que c'est pas un truc qui arrive donc en 2020. J'aurais juste rappelé si c'était le cas, il y a, je pense par exemple à ce qui s'est passé à l'université Laval et ce qui s'est passé aussi à l'UDM en 2019-2020. Les universités ont commencé à réagir, notamment en se dotant de commissions sur la liberté d'expression sur les campus, en faisant des énoncés. Alors
La manière dont elles le pratiquent et le mettent en application, ça c'est une autre affaire, hein, on s'entend bien. Mais elles ont commencé à régir à un certain nombre de demandes, un certain nombre de plaintes, un certain nombre de tensions par rapport à ces questions-là. Je rappelle également en 2019-2001, 2020, pardon, c'est le tournant. Mais à l'UDM, il y a eu le gros rapport, le mémoire de Jean-François Gaudreau-Desbiens et de Léa Boutrouille, donc qui avait été déposé. Jutras avait mis une commission donc en place sur les questions. Donc et c'était les libertés, la liberté d'expression dans et la liberté académique dans une université inclusive. Qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi donc les limites? C'est quoi donc les enjeux? Bon, quels sont donc les problèmes? Donc il y a quand même tout ce fond-là, puis il date pas, c'est pas la césure de 2020 et la césure de Verouchka Lieutenant Duval, et c'est pas une problématique uniquement évidemment anglophone. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose du côté des livres, des ouvrages, je suis un petit peu surpris, Francis, parce que bon, quand tu me cites Robert Leroux, ouais, ok, c'est nul, c'est le texte le plus nul que j'ai jamais lu de ma vie. Ok, mais c'est pas très très représentatif. Baillargeon Antonius, donc ça c'est une autre affaire. C'est sans doute un texte un peu rapide, mais il y a quand même eu des ouvrages. Je pense bon, c'est pas parce que c'est ma collègue, mais je pense à la nostalgie de l'or de ma collègue Isabelle Arsenault chez l'EMEA qui avait travaillé sur les questions de sensibilité dans le domaine de l'enseignement, ce genre de choses. Notamment, elle avait ciblé la question des trigger warnings. Je pense surtout à ce qui me paraît être le plus gros ouvrage, le plus intéressant qui est sorti du mémoire dont je discutais tout à l'heure, qui est le livre de Léa Boutrouille, donc, et puis de Jean-François Gaudreau-Desbiens, Les libertés expressives dans les universités canadiennes. Et justement, ils ont une lecture, comme je l'ai fait avec Isabelle Arsenault dans notre petit livre chez Libère, ou dans le volume collectif que j'ai publié, Crédit la raison universitaire, en regardant la problématique de manière globale à l'échelle canadienne donc, et à l'échelle nord-américaine, et pas simplement donc, à l'échelle du Québec pour comprendre un certain nombre de choses. Et à mon avis, c'est le plus beau livre sur le texte de Gaudreau-Desbiens et de Léa Boutrouille sur le marché, sur la question. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas tant que ça de livres parce que, sur la question. Parce que là, tu glisses, après tu dis, oui, la question du wokisme, de l'anti-wokisme, c'est encore autre chose. Ça. Donc, mais sur la question donc, de la liberté universitaire, il y a quand même un type d'ouvrage. Bon, après, sur la question de la panique, etc., chez certains collègues, oui, sans doute. Nous, ce qui était très clair à McGill, c'est que quand on a fait les interventions avec Molex, ça a été le silence absolu. Et les questions de censure ou d'autocensure, donc potentielles, elles ne dataient pas de 2019 et 2020. J'ai eu des collègues qui ont eu des problèmes sur des cours en psychologie ou en éducation parce qu'ils abordaient telle ou telle question. Donc, c'était bien avant donc, l'affaire donc, Verouchka. Et je m'étonne parce que tu parles de la question du wokisme, ce genre de choses, et des thématiques hein, qui y sont liées. Donc, c'est surtout ça. Tu dis pas un mot, puis dans Panique à l'université, à chaque fois que tu l'abordes très discrètement, tu le mets de manière positive, donc en ironisant sur ceux qui sont critiques, mais tu dis pas un mot sur les EDI, par exemple. Or, là, premièrement, il y a une entrée en force du gouvernement fédéral dans les questions éducatives, et ça a été la grande fenêtre pour pouvoir le faire, hein, donc cette question des EDI. Et ça a quand même imposé, donc en termes de liberté universitaire, liberté de recherche en particulier, de réfléchir à l'obligation des facteurs identitaires hein, donc dans la recherche. Et bon, on le sait, ça tient à un litige historiquement hein, sur le programme des chaires de recherche du Canada, qui date de la période Harper, et même avant. Bien sûr, mais dans les faits, il y a quand même ça a été très très cadastré, hein, donc avec des obligations. Puis on sait que les FRQ donc ont fait donc la même chose. Bon, et c'est d'autant plus intéressant qu'au FRQ, j'ai déjà eu débattu avec Louise Poisson, par exemple, qui était à la tête du FRQSC là-dessus, qui était incapable de justifier ces critères. Et je pense qu'on a créé un précédent donc avec ces politiques-là, parce qu'on a imposé les critères. Je rappelle ce que c'est. Hein, je rappelle qu'on parle de recherche fondamentale. Si l'État veut mettre l'accent dans certaines subventions sur la question autochtone ou sur les questions de diversité, etc., il est tout à fait libre de le faire. Mais en recherche fondamentale, par définition, la recherche fondamentale, elle ne peut pas être orientée. Si elle commence à être orientée, alors elle cesse d'être ce qu'elle est, à savoir fondamentale. Et la mise en marche des EDI, qui à mon avis a piégé pas mal le milieu universitaire, parce qu'idéologiquement, tu sais, qui est-ce qui va être contre l'équité ou la diversité ou l'inclusion, là à mon avis, a créé donc un sacré précédent, et puis on pourrait changer les critères. On n'a pas besoin d'un grand délirant comme au sud ou d'un grand vociférant comme à l'ouest. On peut avoir quelqu'un de modéré, un banquier par exemple, plein Alsace, qui vous dit du jour au lendemain, on va changer. Là, ça ne sera plus les EDI, mais vous allez réfléchir, vous avez l'obligation de réfléchir dans votre recherche à la contribution de votre recherche, je ne sais pas moi, à l'intérêt canadien, au nationalisme canadien qui se réveille, donc que sais-je. Bon, enfin bref, donc je t'ai pas entendu beaucoup là-dessus, alors que ces questions-là, du point de vue du fédéral,
est un recyclage très clair d'un certain nombre de thématiques qu'on peut trouver dans ce que tu appelles donc le wokisme, enfin bon, les thématiques, disons, décoloniales, hein, antiracistes, féministes, intersectionnelles, disons de manière large, avec un vocabulaire complètement donc imposé aux collègues, alors que bon, bah, on peut aussi donc les discuter donc à la base, puis t'en dis pas un mot ça. Et moi, ça me gêne parce que je pense que ça a été une des graves interférences. Pourquoi? Parce que les établissements, il y a, on le sait, dans le cadre des chaires de recherche, il y a 311 millions de dollars qui ont été dépensés annuellement sur ces chaires de recherche. Si elles ne suivent pas les critères EDI, elles perdent l'argent. Donc là, c'est pareil. Hein. Donc il y a une forme de soumission et de suggestion du monde universitaire via ces critères-là. Donc j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Oui, là, évidemment, c'est parce que c'est là où mon rôle de modérateur, parce que moi aussi, j'aimerais bien entendre Francis là-dessus, mais là, le problème, c'est qu'on arrive à 1 heure et qu'il va falloir ouvrir à la... D'accord. Moi, ça me montre à quel point on aurait pu, et la prochaine fois qu'on vous invite, on se prévoit 2 heures, parce qu'on sent que vous aviez encore du gaz. Donc, avant d'ouvrir, donc juste l'étiquette là, pour poser des questions, j'ai déjà vu là, qu'il y avait des questions qui étaient posées dans le chat, donc Régis, je te mettrai en charge là, de poser ces questions-là, mais donc on va y aller peut-être à tour de rôle, simplement lever la main donc avec la fonction Zoom. Là, je suis très très mauvais là, technologiquement. Je pense que c'est dans l'onglet Réagir. Puis là, vous avez la petite main levée, donc on va être capable d'y aller à tour de rôle. Et quand on vous donne la parole, simplement vous assurer de activer votre micro et de vous présenter là, brièvement avant de poser la question. Et voilà. Là, je veux 2 choses. Un, je me suis rendu compte que j'avais été incomplet parce que je vous ai dit que j'étais co-directeur par intérim de l'Observatoire de la liberté d'expression, mais j'ai pas dit qui était la directrice, pas par intérim, avec qui je travaille, qui est Geneviève Newton, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, je la salue, je la remercie aussi d'avoir contribué à l'organisation de cet événement-là. Et deuxièmement, vous dire à quel point mon rôle de modérateur est cruel en ce moment, parce que j'aurai à peu près 26 questions à la fois pour Francis et pour Arnaud. Mais je vais assumer mon chapeau de modérateur et donc je cède la parole à l'auditoire. Alors, Monsieur Pouliot, une première question. Oui, bonjour, merci. Alors, j'aimerais ça que je suis chargé de cours à l'UQAR et à l'UQTR. Quelle différence faites-vous entre la liberté d'expression et la liberté académique? Est-ce que vous avez... Ça, c'est vraiment une belle question. En tout cas, je vais juste enchaîner aussi sur le fait que moi, ce que j'ai trouvé fascinant, je fais un petit commentaire. Mais c'est un commentaire qui se peut comme modérateur. Sur le fait que vos deux interventions, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on en était beaucoup sur l'opportunité d'adopter une loi comme la loi sur la liberté académique, en fait. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et pour moi, et vous y faisiez référence hein, dans les deux cas, c'est-à-dire que c'est une loi qui, oui, elle a été adoptée, puis là, il y a le collègue Prévost qui a souligné l'inutilité et la vacuité de la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cas où on a invoqué, où on a opérationnalisé 4 ans plus tard. Autant à l'intérieur des universités, autant avec le nombre de plaintes, mais autant dans des litiges, par exemple, qui auraient pu être portés devant un arbitre de greffe, que sais-je encore. Et donc, dans les explications potentielles, la question de M. Pouliot est très intéressante en disant, est-ce que les problèmes, notamment auxquels vous avez fait référence dans chacune de vos interventions, est-ce que c'est pas cette espèce de frontière là, difficile à délimiter là entre liberté d'expression et liberté académique qui vient jouer un rôle? Donc, voilà. Maintenant, c'est quoi les distinctions que vous faites pour reprendre la question de M. Pouliot? Tu veux répondre, Francis? Y aller, puis je dirai après où j'ajouterai au besoin. Ok, donc je commence. Donc c'est ça parce que j'ai pas entendu. Donc, sur liberté d'expression puis liberté académique, c'est une grosse question. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc en fait, parce que parfois elles sont souvent donc confondues. De fait, je rappelle donc que la liberté d'expression, elle est le droit à l'opinion, liberté de conscience, etc. Donc c'est protégé par les chartes. Hein, donc et c'est valable pour n'importe quel citoyen, citoyenne. Donc en fait, et c'est pas spécifique au monde universitaire. Alors que la liberté universitaire ou académique, je fais pas de différence là-dessus, donc on peut chipoter. Il y a parfois des distinctions techniques là-dessus, mais elle est fondamentalement. Et puis ça, le texte, le rapport de la commission Cloutier, puis le texte de la loi 32, donc le dit très clairement, c'est fondamentalement lié
à la mission universitaire, les finalités de l'établissement universitaire, en matière de recherche, en matière de production de savoir, en matière donc de création. Et ça suppose l'autre élément donc important qui a été très discuté, ça a été demandé par les recteurs, à mon avis à juste titre. Puis c'est un gros point, ça suppose pour l'exercice de cette liberté-là, suppose l'autonomie institutionnelle. Et c'est l'autre morceau. Je vous rappelle que dans la loi 32, il n'y a pas d'article qui porte là-dessus, c'est dans le préambule en fait. Ça avait été un point de discussion auprès de la commission parlementaire à l'époque lorsque la loi, donc le projet de loi avait été débattu. C'est resté dans le préambule, puis mais c'est un point sur lequel la commission Cloutier donc avait beaucoup insisté. Mais c'est clair que la liberté universitaire s'explique pas sans les finalités des établissements et suppose ou présuppose la question de l'autonomie donc institutionnelle. Et là-dessus donc ça implique d'être vigilant. Après, je vais laisser la parole à Francis. Juste, le problème c'est les zones grises en fait entre les deux. Et c'est les jeux d'intersection qu'il peut y avoir donc entre les deux. Euh, Ce qu'on appelle parfois la liberté d'expression en contexte universitaire. Je reprends donc le juriste français Olivier Beau. Euh, Par exemple, quand un professeur intervient dans les médias sociaux sur tel ou tel point de société, et il y en a qui se sont fait rattraper, donc ou réprimander, donc ou taper sur les doigts, donc etc. par leur institution. Donc ça pose donc un problème. Ou je ne sais pas, ça peut être du côté des étudiants. Donc quand même, je pensais donc récemment, je parlais du tournant autoritaire des universités. Je ressors mes griffes. Donc mais mon université, j'ai souvenir il y a quelques mois. Il y avait des étudiants qui manifestaient donc en soutien donc à Gaza donc à la Palestine et puis qui étaient cagoulés donc entourés par 15, ils étaient quatre. Donc ils allaient perturber, c'était terrible, ils allaient perturber les classes, donc on n'allait plus rien apprendre, etc. Donc et il y avait 15 vigiles qui étaient autour. Donc et puis un gars de l'université qui filmait. Bon voilà, mais pour moi c'est un bris, une attaque contre la liberté d'expression donc des individus, du corps universitaire, c'est des étudiants. Ben, ils ont le droit de manifester. Donc, briser les vitres, non. Mais manifester, donc ils peuvent. Donc, ce que ça ne pense, c'est ce que je répondrai. Vas-y, Francis, excuse-moi. Non, parfait. Puis, en fait, j'allais donner exactement le même exemple là. Pour moi, par exemple, le campement à McGill ou le campement pour Palestiniens à McGill ou à l'UQAM, c'est de la liberté d'expression, même si c'est sur un campus universitaire, mais c'est pas leur liberté universitaire qui est en jeu, c'est leur liberté d'expression. Puis là, après ça, on peut avoir des opinions et des avis différents sur plein de choses par rapport à ça, là, mais c'est la liberté d'expression. Euh, ben, comme Arnaud l'a dit, donc la liberté académique ou universitaire, c'est dans le cadre de notre travail. Il y avait un débat d'ailleurs à savoir si ça s'appliquait aux étudiants et étudiantes, surtout au cycle supérieur, maîtrise et doctorat. Euh, et puis, il y a eu aussi un débat assez intéressant. Et Yves Gingras, d'ailleurs, le commissaire Yves Gingras, presque à tous les témoignages, il s'assurait qu'on précise ça. Est-ce qu'on parle de liberté d'expression, de liberté académique? Parce que pour lui, il avait raison. C'était important de pas mélanger, de pas mélanger les deux. C'est des enjeux. Mais comme Arnaud vient de le dire, des fois, il y a un flou. Euh, il y a eu aussi un débat et finalement, ça a été tranché en faveur d'une approche plus généreuse, si je peux dire ça comme ça. Notre liberté universitaire, elle n'est pas directement liée à notre expertise aussi. Il y avait à un moment donné, il y avait eu cette question-là, est-ce que c'est lié spécifiquement à notre expertise? Est-ce que moi, je peux me prononcer, par exemple, sur la Palestine alors que je ne fais pas de recherche sur la Palestine, par exemple? Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure là, sur la notion de génocide. Qui est en plus une notion, entre autres, juridique. Donc, moi, je suis pas juriste. Donc, quand je dis c'est un génocide, quel sens que ça a? Bon, donc, c'est pas nécessairement lié à notre... Et dans nos conventions collectives, il y a un élément très important aussi, c'est que dans le cadre de notre travail, de notre enseignement, de nos recherches et de nos prises de position, on peut critiquer non seulement le gouvernement, mais on peut critiquer notre université. Et ça, c'est un mélange en fait de liberté d'expression et de liberté professionnelle, si je peux dire ça comme ça, qui est extrêmement rare dans le monde professionnel. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Là. Et je parle même pas de la police et de l'armée. Là, vous travaillez pour une banque, vous travaillez pour même un restaurant, vous travaillez pour. Vous pouvez pas commencer à aller sur les médias sociaux et dire que votre patron, vous êtes contre votre patron pour ceci ou cela. Ou votre entreprise. Et donc ça, c'est une immense liberté que nous avons de pouvoir comme aujourd'hui, par exemple, Arnaud arbore fièrement le sweatshirt de McGill, mais critique McGill. Et il y a plein de métiers où vous faites ça, vous êtes limogé, là.
Et c'est pas long, là. Si vous travaillez pour une banque, je vous mets au défi de commencer à critiquer votre banque. Ça va pas durer longtemps, là. Mais évidemment, les banques ne sont pas critiquables, là. Évidemment, ce sont des institutions respectueuses du peuple, là, mais vous voyez ce que je veux dire. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je n'en vois pas dans le chat. Est-ce que quelqu'un dans l'auditoire souhaite poser une question à nos conférenciers? Sinon, moi, j'en ai. Merci beaucoup de me permettre d'en poser une. Depuis l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, Francis et Arnaud, vous y avez fait référence, là, c'est notamment le rapport de la ministre de l'Enseignement supérieur à la loi sur la liberté académique. Soit elle l'a pas lu, soit elle a l'impression que c'est une déclaration puis c'est pas contraignant, mais elle a posé plusieurs actes, notamment dans le contexte du contenu de cours, en fait, là, dans des cégeps, évidemment. Donc, officiellement, la portée de la loi sur la liberté académique ne va pas au cégep. Mais j'aimerais vous entendre sur la posture. Il y a eu le cas de Denise Ely, par exemple, au CA de l'INRS, hein, où grosso modo, encore une fois, la ministre de l'Enseignement supérieur, le gouvernement de la CAQ, ça a été très flou tout ça, là, a refusé d'avaliser le choix qui avait été fait par les collègues pour la désigner comme étant la représentante des collègues sur le CA de l'INRS, en contradiction. Donc, le refus du gouvernement est en contradiction totale avec ce qu'Arnaud a rappelé, l'autonomie universitaire, évidemment. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur 4 ans plus tard. Est-ce que vous avez l'impression que la loi sur la liberté académique, puis on n'a pas entré encore sur les interventions inquiétantes d'un peut-être futur premier ministre, là, qui est en la personne de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quoi la posture des élus, de nos élus par rapport à la loi sur la liberté académique? Parce que c'est une loi qui n'a pas été interprétée, c'est une loi qui n'a pas été appliquée et c'est une loi qui a été foulée aux pieds, à mon sens, là, par les membres du gouvernement qui l'ont adoptée. Alors, dans ce contexte-là, c'est quoi le degré de contrainte que sentent les membres du gouvernement pour respecter justement tout ce qui vient avec la compréhension, je dirais, universitaire dans l'état actuel des choses? Il y a beaucoup de potentiel, à mon sens, avec la loi sur la liberté académique. Mais il y a beaucoup d'imprécisions également. Et donc, toute imprécision implique, on le voit par mille au sud de la frontière, une possibilité d'instrumentalisation. Et donc, j'aimerais ça Mais, vous ouais, entendre sur... je peux y aller, Arnaud, je peux dire 2 mots, puis ça te va, c'est correct. Euh, ben, en fait, je l'ai mentionné, Arnaud aussi, d'ailleurs, il le mentionne même dans sa lettre, si je me rappelle bien. Là, oui, ben, en fait, c'est soit scandaleux, soit ridicule, mais clairement, ça me donne des munitions, en tout cas, c'est le seul avantage, finalement. C'est que c'est la question de l'instrumentalisation du deux poids, deux mesures et de, et de comment ça éclaire les rapports de force. Donc là, juste pour que les personnes soient bien informées, là, donc Pascal Derry, c'était la ministre de l'Éducation supérieure. Elle intervient dans des cégeps sur l'enjeu de la Palestine. Il ne faut pas parler de Palestine, entre autres, je pense, dans un cours de littérature. Apparemment, il ne faut pas faire lire de auteurs palestiniens parce que c'est vraiment pas facile. Euh, et, euh, et moi, ma compréhension, c'est qu'elle a aussi téléphoné à McGill. Peut-être je me trompe là, mais il me semble qu'il y a eu des appels aussi à McGill sur la question du campement, qui là relève d'autres choses. Là, on revient à la liberté d'expression, mais quand même, moi je pense que ça devrait être le ministre de la Sécurité publique, s'il y a un enjeu de sécurité publique, qui aurait pu appeler McGill pour dire il faut faire quelque chose, mais là, justement, donc là on est dans la confusion. Et puis effectivement, j'avais totalement oublié l'histoire de l'INRS. Donc vous vous rappelez l'enjeu de l'INRS, l'argument, la justification, euh, c'est euh, c'est Adil Sharkawi qui est comme l'espèce de diable, ou c'est pour les personnes qui connaissent le Seigneur des Anneaux, c'est le Sauron du Québec, là, Adil Sharkawi, là. Euh, c'est l'ennemi public numéro un, là, Adil Sharkawi. On dit Adil Sharkawi, tout le monde devient fou, là. Et donc, il y avait eu comme un lien sur une table, un panel de discussion, etc., avec la collègue, et ça a servi. Donc là, on voit extrêmement bien, évidemment, c'est 2 cas spécifiques, mais on est dans les hautes instances du gouvernement. Là, c'est la ministre, là. Donc, c'est pas. Et donc, évidemment, quand elle intervient là-dessus, c'est très, très, très difficile de pas interpréter ça comme ce que je disais tout à l'heure, une logique de rapport de force sur des thématiques particulières où le gouvernement essaie de marquer les points. Et je pense que je ne suis pas le seul au Québec à avoir remarqué que depuis quelques années, il y a une certaine crispation de nos élites politiques sur l'islam. Et voilà, et donc ça vient jouer là-dessus. Et oui, évidemment que ça entre en totale contradiction avec la, avec la loi, mais moi, mon hypothèse, et là, vraiment, c'est une hypothèse, je ne suis pas
je peux pas, en sociologie des mouvements sociaux ou en analyse des rapports de force, c'est toujours difficile d'affirmer, on connaît la motivation des acteurs. On peut déduire la motivation des acteurs des actions, là, mais moi, mon hypothèse, donc comme je dis, là, je peux pas vous démontrer que c'est ça la réalité, mais moi, je suis persuadé que à la CAQ, dans les hautes instances de la CAQ, la liberté académique, c'est vraiment pas si important que ça pour ces personnes-là. Arnaud? Oui, bon, je rajouterai pas grand-chose, sinon que je converge avec les analyses de Francis là-dessus, hein, c'est évident. Il y a clairement eu une stratégie de contournement et d'instrumentalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle aurait pu le faire avec sans loi. En fait. Et le fait qu'il y ait la loi, ça nous donne un outil ou un argument supplémentaire, à tout moins minimalement en tout cas, pour les rappeler à l'ordre, donc ou à leur cohérence ou leur incohérence sur le plan donc idéologique. C'est à vous pour le PQ et pour le premier ministrable donc actuel, hein, dont la frange, la formation politique a voté hein, à l'époque en juin 2022 pour cette loi. Moi, ce qui me frappe, puis je complète ce que dit Francis, c'est et je le vois bien dans le cas de mon université avec la question des encampments, des campements donc pro-Palestine, il se passait rien en plus, hein, parce que c'était la grande panique, paraît-il, donc dans la haute administration, donc c'était à feu et à sang, il se passait rien du tout là, donc c'était tranquille quand on passait donc à travers les campements. Mais ce que je remarque, c'est que c'est la posture répressive des administrateurs et la posture répressive de l'État. Hein, donc, et là, donc il y a un continuum donc très clair donc entre les deux que je trouve pour le moins inquiétant. Ouais. Juste pour faire 30 secondes là-dessus, sur la dérive répressive, elle est totalement indépendante du débat qu'on a aujourd'hui et elle date d'à peu près 20 ans. Et c'est une des explications pour laquelle, en fait, dans la grève de 2012, il y a, pour ainsi dire, pas eu d'occupation de campus. Parce qu'en fait, à partir de 2000, environ 2005, beaucoup, 2007, il y a eu des grèves étudiantes à ce moment-là, dont au Cégep du Vieux-Montréal et tout. Il y a eu l'Université de Montréal, évidemment. Il y a eu puis il y a l'UQO. Bon, à l'UQO, ça a été compliqué. Mais oui, oui, il y a eu... alors que dans les années 80-90, vous pouviez... Moi, j'ai participé à des occupations dans les années 80. Désolé de parler d'un siècle précédent pendant la guerre froide, là, mais... euh, on pouvait occuper le bureau du recteur à l'Université de Montréal pendant des nuits avec des sacs de couchage, des guitares et de la bière. Et comme il y avait un gardien de sécurité qui passait un peu pour voir si on avait besoin d'aide, mais c'était tout là. Et c'était la même chose dans les cégeps et tout. Et c'est vrai que dans les années 2000, et là, ça n'a rien à voir avec notre sujet. C'est-à-dire dans le sens avec la thématique principale, mais c'est vraiment, et donc je pense que la question de, et McGill a toujours été évidemment plus frileuse, là, ça fait partie de son histoire aussi. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que Jamie Cameron, dans un panel auquel j'ai participé, organisé par le Center for Free Expression, insistait sur le fait que en 2000, là, justement, on a exclu de la portée des activités expressives protégées le fait d'utiliser un lieu public de manière contraire à sa destination. Donc, en excluant justement la possibilité d'occupation, etc. Puis là, maintenant, c'est devenu vérité d'Évangile. Et d'autre part, il y a une liberté fondamentale protégée par la Charte canadienne qui n'a à peu près jamais été mobilisée, c'est la liberté de réunion pacifique qui protège clairement les sit-ins, les trucs comme ça. Et dans l'état actuel du droit, elle a été très, très peu, voire complètement phagocytée par la liberté d'expression, qui a été interprétée comme excluant la possibilité. Oui, vous pouvez protester, mais pas si vous empêchez les activités de suivre leur cours régulier. Principe qui a été ensuite fortement mobilisé par les carrés verts pendant justement le conflit étudiant de 2012, là, pour justement là, empêcher le fameux droit là, d'avoir le droit fondamental cité par Jean Charest d'avoir accès à ces salles de cours que j'ai pas encore trouvé, hein, je le cherche fort là. Peut-être que c'est en lisant vite, vite, vite la charte québécoise qu'on finit par le voir apparaître, mais je ne l'ai jamais trouvé celui-là. Michel Lacroix, une question. Oui, je vais peut-être faire mon cas classique de prof. C'est plus un commentaire qu'une question, mais je ne peux pas m'empêcher. Rapidement sur ce qui s'est passé depuis la loi, je suis assez d'accord avec le fait que un des, une des principales menaces, ou en fait, contre la liberté académique depuis, ça a été celle du gouvernement. Et spécifiquement la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est quand même d'une ironie incroyable. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Sur le processus ayant mené à la loi, puis le processus euh, de l'adoption même de la loi, Louis-Philippe s'en rappellera sans doute. J'étais là, j'oserais dire malgré moi, ou presque, comme membre de l'exécutif de la FQPPU.
Puis, deux choses à propos de ce que j'ai pu observer de tout ce processus-là, c'est qu'il y avait une demande depuis longtemps de la Fédération québécoise des profs d'université qui remontait antérieurement, celle d'abord un conseil des universités, puis une loi cadre sur les universités, puis intégrer là-dedans la liberté académique. Puis, ça s'est retrouvé donc comme un objet de discussion publique, alors qu'auparavant, ça n'avait jamais engendré le moindre effet que ce soit. Donc, ça a été une drôle de circonstance. Puis, ce que je trouve heureux du résultat, c'est ce qui s'est pas produit. Parce que tout au long du processus, ma crainte principale, je pense que je partageais à personne de peur que ça soit que ça se diffuse puis qu'il y ait certains à l'idée, c'est que ça soit la même loi qu'en Ontario ou en Grande-Bretagne qu'on adopte, c'est-à-dire des lois qui protègent la liberté d'expression sur les campus et qui pénalisent les universités si elles n'empêchent pas des gens de brimer la liberté d'expression d'autrui. Donc, avec des pénalités financières qui sont assez grandes dans certains cas, directement de la part de l'État. Donc, je trouve qu'on l'a échappé belle parce que d'habitude, c'est du coupé-collé, les lois. Puis là, ils n'ont même pas été voir aux États, en Ontario pour découvrir que c'était la loi. Puis ce que je veux aborder par là, c'est le fait que s'il y a eu des telles lois, c'est parce qu'à mon avis, il y a eu une véritable instrumentalisation de la liberté académique sous le couvert de la liberté d'expression, qui a été l'objet de, comment dire, campagne de la droite radicale américaine depuis les frères Koch et les années 80-90. Puis là, ce qu'on voit, c'est que c'est le pouvoir des universités, puis le pouvoir des universités de créer un espace de discussion parallèle dans l'espace public qu'on a voulu attaquer. Euh, Tout en voulant profiter des brevets puis de tout le reste. Là. Ça, il n'y a aucun problème du point de vue de ces gens-là, mais qu'on forme des sociologues critiques. Il y en a qui sont moins critiques que d'autres, mais bon, qu'on forme des sociologues critiques, qu'on forme des intellectuels de diverses disciplines qui s'attaquent au pouvoir. C'est ça leur problème, essentiellement. Puis, je trouvais que dans la discussion, on avait moins mis l'accent là-dessus que dans tout le travail anti-woke, dans le travail de construction d'un discours anti-woke, il y avait aussi cette attaque insidieuse contre les universités. Puis on le voit bien aux États-Unis, je crois, actuellement. C'est les mêmes qui disaient qu'il y avait des problèmes de liberté d'expression dans les universités, qui abolissent des cours, qui mettent à pied des professeurs, qui s'attaquent radicalement. Donc, dans les discours sur la liberté d'expression et la liberté académique, pour moi, j'ai toujours trouvé qu'à certains moments, c'était suspicieux, les gens qui venaient défendre la liberté académique, mais dans le fond, ils ne voulaient pas protéger les profs tant que ça, ni les chargés de cours encore moins. Et les étudiants, mais ça n'existait pas tellement pour eux de toute façon. Donc, voilà quelques-uns des commentaires. Ah oui, dernière chose, dans les archives des fédérations des profs, une des choses qui est assez intéressante, c'est qu'à plusieurs moments, on voit le discours venir qu'il n'y a jamais autant eu de menaces contre la liberté académique. Donc, c'est régulier, c'est comme un tropisme discursif, un peu comme pour le français, que c'est toujours le pire état de la langue française qu'on n'a jamais connu au moment où on vit. Donc, cette idée-là que dans les milieux, puis je dirais syndicaux, peut-être davantage que d'autres, c'est peut-être notre faiblesse, mais qu'il y a cette crainte-là que ça n'a jamais été aussi pire au moment où on est des menaces sur la liberté académique. Je vais terminer là-dessus. Dans les années 90, il y a un comité de la FQPPU là-dessus. Il n'y a aucune plainte en 5 ans, mais c'est ce qu'ils disent, que la menace n'a jamais été aussi grave contre la liberté académique. Et en fait, ce sur quoi ils se basent, c'est les reportages médiatiques de travers le monde. Puis donc, il y a comme une contamination. Puis là-dessus, je rejoindrais assez Francis que ça fait partie aussi des dynamiques dans l'action des gens qui s'attaquent à cette question-là, que d'être influencés, malgré elles, je crois, à certains moments, parce que voient ce qui se passe dans les universités américaines ou Grande-Bretagne, etc. Merci. Merci Michel. Avant de permettre à Francis et Arnaud de répondre, je vois qu'on le temps file et je vois une dernière question. Je suggérerais peut-être de permettre que la question soit posée, puis ensuite on vous permettra de répondre et ce sera le mot de la fin également. Alors, Monsieur Roy. Denis Jocelyn Roy, chargé de cours à l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Euh,
comment utiliser correctement notre autonomie professionnelle pour pratiquer notre liberté académique, notre liberté d'expression. Et ceux qui prennent la parole, vous parlez beaucoup des gouvernants et tout ça. C'est-tu leur profession de réfléchir, de chercher, de proposer? Quand ils proposent un projet politique, est-ce qu'ils font appel à la liberté d'expression, la liberté académique? Pourtant, ils vont éventuellement peut-être évoquer l'autonomie professionnelle pour pouvoir prendre la parole. Alors, je passerai maintenant la parole à Arnaud et Francis pour répondre à la question de M. Roy, réagir aux commentaires intéressants de Michel et en profiter pour faire une conclusion. Vaste programme. Il est très beau ton chat, Francis, d'ailleurs. Tu veux commencer, Francis, ou pas? Oui. Ok. Non, juste, merci donc à vous deux donc pour les questions puis les commentaires. Moi, ce qui me frappe, bon, peut-être ce qui est intéressant dans l'analyse de Michel, c'est que ça permet de relativiser sur le plan historique. Donc, évidemment, un certain nombre de discours. Cela posé, ce qu'on voit, puis on l'a aussi par un nombre de statistiques, puis dans des pays qui sont pas forcément non plus des démocraties ou dans des démocraties qui commencent à avoir des orientations donc ou un effritement des orientations illibérales, ce qui est quand même frappant dans le contexte actuel, c'est de voir la liberté académique, c'est une chose, mais de manière globale, le recul de certaines libertés publiques ou des difficultés dans l'espace public. Hein, ça peut aller la liberté d'expression, de cas donc tout à fait donc dramatiques comme je sais pas moi ce qui est arrivé à Salman Rushdie donc dont il a fait son récit là le Knife c'était quoi en 2022 je crois donc comme des attaques l'attaque au couteau qui a eu lieu donc à Waterloo donc contre un cours donc en gender enfin voilà hein. Et puis ou ce qu'on peut voir également à l'échelle par rapport à certains élus les menaces de mort donc qu'on a donc qui ont pu y avoir donc contre certains députés donc y compris donc au Québec donc j'ai l'impression qu'à la fois donc il y a un durcissement donc autoritaire d'un côté et puis de l'autre côté une espèce de sentiment de la précarité de ces libertés publiques et la nécessité de les défendre. On voit encore le cas actuellement et puis c'est mal parti à mon avis donc en France il y a une loi un projet de loi qui avait été proposé au Sénat, c'était en février, je crois, donc de cette année, sur la question de la liberté académique. C'est mal parti parce que l'autonomie institutionnelle, ils l'ont pas, puis ça fonctionne de pair avec. Et on n'est pas du tout sur le modèle germanique ou humboldtien, donc on est sur un modèle qui date de la réforme Bonaparte de 1806. Et c'est terrible, la question c'est l'État, donc et c'est une des pires menaces donc qui soit donc dans le système français. Donc c'est très mal parti. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la loi a tout de suite été rognée par le Sénat, donc il y a toute une série d'éléments qui ont été amputés. Donc c'est très très mal parti. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de double mouvement en quelque sorte qui se met en place, hein, où on essaie à la fois de protéger, donc et puis et une multiplication face à ce genre de menaces. Rapidement sur le deuxième point. Oui, ils utilisent l'autonomie. Je suis pas sûr de l'avoir bien compris la question, mais en ce qui concerne les dirigeants des établissements, ils sont tenus quand même à un droit de réserve, hein, donc ils peuvent pas, ils s'expriment pas librement, ils peuvent toujours donc se protéger derrière donc la question de l'autonomie, mais eu égard à leur fonction comme administrateurs, ils ont quand même ils sont tenus à une certaine réserve. Et le problème, à mon avis, de toute façon, de ces établissements, tant qu'on ne sortira pas de la logique qui est celle qu'avait décrite Michel Freytag en 1995 dans le naufrage de l'université, ou celle de Bill Readings en 97, c'était en anglais, donc, mais dans les University in Runes, tant qu'on sortira pas de cette logique-là, néolibérale, gestionnaire, mercantile, on aura toute une série de problèmes parce que bien sûr que les pressions sont pas les mêmes, puis qu'il y a eu une espèce d'accent qui a été posé sur des questions de sensibilité ou de plainte, etc. Mais l'entrisme et les intérêts corporatifs, tout ça est lié à une logique qui est fondamentalement entrepreneuriale des universités, avec des degrés d'ailleurs qui sont plus ou moins donc avancés. Hein, donc bon, voilà, je m'arrête, je laisse la parole à Francis. Merci Arnaud. Francis? Oui, je suis pas sûr que j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais absolument, évidemment. Et puis ça, c'est aussi, je répète souvent là que j'ai l'impression que, je parle pas des collègues évidemment, mais les attaques de l'extérieur, et ça peut impliquer certaines de nos directions, de nos administrateurs.
Euh, ils sont pas réellement préoccupés, je pense, sincèrement par ces enjeux-là. Et je l'ai mentionné en passant dans mon livre et dans l'intervention là, dans le devoir qui nous réunit aujourd'hui, là, à laquelle Arnaud avait répondu, qu'il y a évidemment beaucoup d'autres problèmes que le gouvernement pourrait nous aider à régler dans nos universités s'il y croyait vraiment. Et évidemment, en premier lieu, en tout cas pour McGill, non, mais pour l'UQAM et le réseau UQ, oui, c'est la question du financement, évidemment. Euh, et en fait, la question de la liberté académique, on pourrait la prendre de différentes manières, sous différents angles. Et évidemment, si on commence à réfléchir en termes de financement, ben là, évidemment, c'est beaucoup plus coûteux. Et c'est peut-être moins rentable au niveau électoral de dire oh, ben, on va débloquer des centaines de millions de dollars pour financer le réseau IQ parce que c'est un joyau de la société québécoise, je ne sais pas trop quoi là, et qui est en déficit par rapport à d'autres institutions de prestige qui ont des budgets phénoménaux, comme dans le cas du Québec, en comparaison là au niveau du Québec, comme je pense à McGill par exemple. Euh, et, euh, et donc, évidemment, ça joue. Vous pouvez avoir une liberté académique, mais si vous n'avez pas un sou pour mener vos recherches, ben voilà, c'est ça. C'est aussi un peu ce que je pense de l'enjeu des chaires, c'est-à-dire, on m'a interpellé sur la question de l'EDI. Puis là, évidemment, il est trop tard, là, il me reste 30 secondes, donc je vais pas élaborer là-dessus. Mais moi, si on me demande mon avis, j'aurais tendance à replacer ça dans et ça déborde totalement le sujet de discussion ici, là, mais de prendre un pas de recul, disons, et de dire, moi, si on me demandait vraiment mon avis, évidemment, tout le monde s'en fout de mon avis là-dessus, mais moi, j'abolirais les chaires et on aurait un autre système de financement de la recherche, beaucoup, beaucoup plus égalitaire entre collègues. Moi, je ne peux pas croire qu'il y ait des collègues qui passent des semaines à faire des demandes de subventions et leur réponse, c'est ben, t'as zéro. Ton projet, il vaut zéro. Il vaut même pas 5 dollars pour aller t'acheter un café, là, pas un latte, parce que non, ça coûte plus cher, là, mais. Et on se rappelle à l'époque de Harper, c'était à peu près 12%, je pense, le programme Savoir au CRSH, là. Ça veut dire que 88% des collègues qui avaient fait des demandes, leur projet de recherche, il valait 0 dollar, là. C'est le temps dépensé, l'énergie de tout le monde, c'était complètement hallucinant. Et nous, une des revendications qu'on perd tout le temps là, à l'UQAM, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un fonds de quelques milliers de dollars par année pour mener des recherches de billets d'avion, whatever, embaucher des auxiliaires. Et donc, indépendamment de la question de l'EDI, ces questions-là, elles sont fondamentales et elles sont évacuées. Et par moi aussi, hein, dans mon livre, j'en parle. Je suis pas en train de dire que moi, je suis un génie parce que j'imbrique tout ça là. J'en parle pas non plus. Mais peut-être que c'est ça aussi que ça fait, ces débats sur la liberté académique. Peut-être que ça détourne l'attention d'enjeux, il y a des problématiques très importantes dans une université qu'on n'a plus le temps de débattre parce qu'on parle de ça. Merci infiniment à vous deux pour vous être prêtés au jeu, pour la qualité des échanges. Vraiment très, très, très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir pris du temps aussi pour assister à ces échanges-là. Alors, n'hésitez pas à suivre l'Observatoire de la liberté d'expression pour voir les prochaines activités là, qu'on vous réserve. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée et une bonne fin de session pour celles et ceux à qui ça s'applique. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. L'enregistrement que vous avez fait, où est-ce à quel endroit on va pouvoir le récupérer?